Se transformer est comme forger de l'acier. Il ne suffit pas d'avoir du potentiel. Vous avez besoin de feu, de pression et de marteau. Et ça fait mal, ça brûle, ça façonne. Mais c'est la seule façon de durcir ce qui était autrefois faible. Beaucoup veulent une vie différente, mais peu sont prêts à passer par ce processus. Parce qu'il nécessite une discipline quotidienne, des décisions fermes et le courage de vous confronter à vous-même, sans fioriture ni excuses. La plupart des gens n'ont pas besoin de plus de conseils, ils ont besoin de caractère, parce que vous n'êtes pas là où vous voulez être, non pas par manque de capacité, mais parce que vous continuez à négocier avec vous-même, à remettre à plus tard l'évident, à vous cacher derrière des justifications émotionnelles. Et vous le savez, vous ressentez ce malaise silencieux lorsque vous vous regardez dans le miroir, ce vide lorsque la journée se termine et que vous savez que vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire. Cette vidéo ne cherche pas à vous motiver avec de jolis mots. Elle cherche à vous mettre en mouvement, avec des actions concrètes, avec des principes stoïciens que vous pouvez appliquer dans votre routine, peu importe si vous en avez envie ou non. Parce que le véritable changement ne dépend pas de l'humeur, mais de la décision ferme d'agir, même lorsque personne ne vous applaudit, même lorsque ça fait mal, même lorsque c'est difficile. Ici, vous ne trouverez pas des phrases pour vous satisfaire, mais un code de conduite pour reprogrammer votre esprit, votre corps et votre énergie. Chaque leçon que vous allez entendre est un rappel brutal que votre vie ne s'améliore pas par chance. Elle s'améliore lorsque vous prenez le contrôle, lorsque vous prenez le marteau et vous forgez vous-même. Alors préparez-vous, parce que cela ne sera pas doux, ce sera nécessaire. 1. Active ton pouvoir interne à travers le mouvement quotidien. Ton corps est comme une rivière. S'il stagne, il pourrit. S'il coule, il donne la vie. Le mouvement n'est pas seulement une question de santé physique, c'est une déclaration de pouvoir. Chaque fois que tu te lèves et bouges, même si tu n'en as pas envie, tu dis au monde et à toi-même que tu ne vas pas rester coincé dans l'inertie. Parce que la paralysie est aussi une décision. Et beaucoup la choisissent tous les jours sans s'en rendre compte, se laissant consumer par des excuses déguisées en fatigue ou en manque de temps. Le stoïcisme ne parle pas de motivation, il parle de devoir. Le devoir de prendre soin du véhicule qui te soutient. Le devoir d'utiliser ton corps comme un outil, pas comme une prison. Marc Aurèle n'avait pas besoin de se sentir d'humeur pour diriger un empire. Il se levait et le faisait. Parce qu'il comprenait que agir selon ce que l'on sait être juste est plus important que ce que l'on ressent sur le moment. Et toi aussi tu le sais. Tu sais que tu as besoin de bouger plus, non pas pour correspondre à un standard superficiel, mais pour te reconnecter avec toi-même, avec ton énergie, avec ta force intérieure. Le corps ne répond pas seulement à l'exercice physique, il l'exige. Parce que chaque muscle que tu actives rappelle à ton esprit que tu es vivant. Parce que chaque goutte de sueur est un signe que tu sors de ta zone de confort et entres dans la transformation. Et si tu veux vraiment une vie différente, tu ne peux pas laisser ton corps continuer à vivre comme si de rien n'était. La fatigue que tu ressens souvent n'est pas physique, elle est émotionnelle, mentale, existentielle. Et ce qui la soulage le plus n'est ni une sieste ni une série, c'est le mouvement conscient. Sors marcher, entraîne-toi, danse, cours, fais ce que tu veux mais bouge. La stagnation ne fait qu'alimenter la stagnation. Il y a des jours où ton esprit va te tendre des pièges. Il va te dire que tu es trop occupé, que ce n'est pas le moment, que demain sera mieux. Mais c'est toi qui décides si ces voix commandent ou si tu les ignores. C'est toi qui décides si tu te lèves et fais au moins 10 minutes de quelque chose, ou si tu permets à ton corps de continuer à accumuler la tension d'une vie vécue sans direction. Parce que chaque jour où tu bouges avec intention est une victoire qui ne se voit pas, mais se ressent. N'attends pas que les autres le remarquent. Que tu le remarques est suffisant. Active ton pouvoir interne à travers le mouvement quotidien. Non pas comme une punition, mais comme une façon de revendiquer ta présence. De te rappeler que tu es toujours là, que tu peux encore tout changer. Parce que quand tu bouges, tout bouge avec toi. Tes idées,
tes émotions, ta volonté. Tu n'as pas besoin d'une salle de sport, ni d'un entraîneur, ni d'un plan parfait. Tu as juste besoin de commencer. Dans ton salon, dans la rue, en silence, un pas, un étirement, un effort. Il ne s'agit pas de combien tu fais, mais de le faire. De décider de ne pas être l'esclave de l'inertie. De choisir chaque matin de bouger, même si tu n'as pas de raison, parce que tu sais que ta meilleure version n'est pas assise à attendre. Elle est là-bas, en mouvement, en attente que tu la rejoignes. 2. Maîtrise ton esprit avec l'art de la respiration consciente. L'esprit est comme un cheval sauvage, puissant mais incontrôlable si tu n'apprends pas à tenir les rênes. Et ces rênes, bien qu'ils ne semblent pas, sont dans ta respiration. Elle est invisible, elle est avec toi depuis la première seconde de ta vie, mais tu l'ignores tous les jours. Tu l'utilises sans conscience, comme si elle n'avait aucun effet. Mais si tu t'arrêtes pour l'observer, si tu apprends à la contrôler, tu te rendras compte que ce simple acte d'inspirer et d'expirer peut te redonner le contrôle de toi-même lorsque tout semble déborder. Dans le stoïcisme, l'esprit est le seul territoire que tu peux vraiment gouverner. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent, tu ne peux pas prédire ce qui se passera demain, mais tu peux décider comment tu réagis. Et cette décision commence dans le corps, elle commence dans le souffle. Quand tu te sens anxieux, quand l'impulsion te gagne, quand la colère veut sortir en courant à travers ta bouche ou tes actes, ne dis rien. Respire. Prends l'air profond, lent, conscient. Non pas pour fuir le moment, mais pour le traverser, sans céder à lui. Maîtriser ta respiration, c'est maîtriser le rythme interne qui gouverne ton état émotionnel. Parce que tu n'es pas seulement ce que tu penses, tu es aussi comment tu respires. Et si ta respiration est chaotique, hachée, superficielle, alors ton esprit le sera aussi. Tu n'as pas besoin d'une technique de méditation compliquée, tu n'as pas besoin de te enfermer dans une retraite spirituelle pour commencer. Tu as juste besoin de ralentir pendant quelques secondes, de fermer les yeux si possible et de revenir à toi. Une longue respiration, puis une autre, et une autre encore. C'est suffisant pour que la tempête interne commence à se calmer. Beaucoup disent qu'ils ne peuvent pas contrôler leurs émotions, mais ils ne se sont jamais arrêtés pour observer ce qui se passe avec leur respiration lorsqu'ils sont perturbés. Ils n'ont jamais essayé de l'utiliser comme un bouclier, comme une ancre, comme un outil. Et c'est là l'erreur, parce que la plupart croient que la force mentale est une qualité avec laquelle on naît, mais la réalité est qu'elle se forme. Elle se construit à chaque instant où tu décides de respirer profondément au lieu d'exploser. À chaque moment où tu choisis de répondre avec clarté au lieu de réagir avec chaos. La respiration consciente est ta pratique quotidienne de l'autocontrôle. C'est ta façon d'entraîner l'esprit à obéir, pas à commander. Parce que si ta respiration est entre tes mains, ta direction l'est aussi. Et peu importe combien la journée est intense, combien l'émotion est forte, tu peux toujours revenir à toi si tu as la discipline de le faire. Il est facile de se laisser emporter par l'impulsion, il est difficile de s'arrêter et de respirer. C'est pourquoi cela a tant de valeur. Alors, à partir de maintenant, chaque fois que tu sens que tu perds le contrôle, ne parle pas, n'agis pas, respire. Fais-le comme si ton équilibre en dépendait, parce que c'est le cas. Et avec chaque respiration consciente, tu dis à ton esprit que le chaos ne commande pas, que ici, celui qui prend le contrôle, c'est toi. 3. Ferme la bouche et ouvre la voie avec des actions. Un marteau ne parle pas, il frappe seulement, et à chaque coup, il transforme. C'est ainsi que devrait être ton approche. Moins de mots, plus d'impact. Dans un monde où tout le monde parle, promettre est devenu bon marché et presque inutile. La plupart se sentent à l'aise de parler de leurs plans parce que cela leur donne une illusion de progrès. Mais la vérité est inconfortable. Parler ne construit pas, agir, oui. Et s'il n'y a pas de mouvement, tout ce que tu dis devient de l'air perdu. Beaucoup sont pris dans le cycle d'annoncer des changements, mais de répéter de vieilles habitudes. Ils disent qu'ils vont commencer, mais ils ne le font pas.
qu'ils vont abandonner quelque chose, mais ils continuent, que cette fois-ci, c'est sérieux, mais ils reportent encore, et sais-tu ce que cela génère? De la frustration envers toi-même, parce qu'au fond, tu sais que tu ne tiens pas tes promesses. Et chaque promesse brisée non seulement t'éloigne du résultat, mais elle te fragilise aussi. Elle t'habitue à ne pas croire en toi. Elle t'apprend à douter de tes propres paroles. Les stoïciens le comprenaient sans détour. Ils n'avaient pas besoin de publier ce qu'ils faisaient, ni de validation externe pour commencer. Ils savaient clairement que la valeur d'un homme se mesure par sa capacité à agir en accord avec ses principes, et non par ce qu'il déclare. Le véritable respect naît lorsque ton comportement parle plus fort que ta bouche. Parce que lorsque tu vis en cohérence, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Cela se voit. Tu le sais aussi. Tu n'as pas besoin de crier tes objectifs pour qu'ils deviennent réels. Tu as juste besoin d'agir. Et d'agir tous les jours, non pas quand c'est facile, mais surtout quand c'est difficile. Parce que le mérite n'est pas de dire « je vais changer », mais de rester ferme quand personne ne regarde, d'exécuter sans chercher l'approbation, d'avancer sans applaudissements. C'est ainsi que se construit le caractère. C'est ainsi que l'on gagne une véritable confiance. Chaque fois que tu ressens le besoin de te justifier, garde le silence. Chaque fois que tu veux expliquer pourquoi tu n'as pas encore fait quelque chose, tais-toi et fais-le. Non par orgueil, mais par respect pour toi-même. Parce que chaque pas que tu fais en silence pèse plus lourd que 1000 explications. Parce que chaque promesse tenue en privé renforce ton esprit plus que n'importe quelle phrase inspirante. Ton temps ne se mesure pas en discours, il se mesure en pas faits. Ton progrès ne dépend pas de ce que tu annonces, mais de ce que tu soutiens avec des faits. Il est facile de tromper les autres avec des mots, mais tu ne pourras jamais échapper au jugement de ta propre conscience. Cette voix intérieure sait si tu avances ou si tu ne fais que décorer ton immobilisme avec des excuses déguisées en bonnes intentions. Alors fais-toi une faveur, arrête de parler et commence à construire, que ta vie soit ton argument, que ta routine soit ta réponse, que tes réalisations parlent quand tu décides de garder le silence. Ferme la bouche, non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce qu'en ce moment, ce qui compte n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu fais. 4. Ne te couche pas avec du feu dans la poitrine. Dormir avec de la rancœur est comme se coucher avec une flamme allumée dans la poitrine. Tu peux fermer les yeux, mais le feu est toujours là, te consumant en silence. Cette flamme ne brûle pas celui qui t'a blessé, elle te brûle toi. Et chaque nuit que tu t'endors sans résoudre, sans lâcher, sans vider ce qui te pèse, cette flamme grandit, s'étend, s'installe. Jusqu'à ce qu'un jour, tu ne puisses plus te reposer, non pas à cause du monde, mais à cause de toi. Le stoïcisme enseigne que nous ne sommes pas maîtres de ce qui nous arrive, mais bien de la façon dont nous y faisons face. Tu peux vivre la journée la plus chaotique, tu peux recevoir la parole la plus blessante, tu peux porter l'erreur la plus stupide, mais si tu ne lâches pas cela avant de dormir, demain tu te réveilleras tout aussi tendu, tout aussi accablé, tout aussi pris au piège d'une émotion qui n'est même plus utile. Parce qu'il ne s'agit pas d'ignorer ce que tu ressens, mais de ne pas permettre qu'il te gouverne. Il ne s'agit pas d'effacer ce que tu as vécu, mais de le traiter, d'apprendre et de le lâcher avant qu'il ne devienne un fardeau inutile. Te coucher avec de la colère est comme préparer ton esprit pour une bataille qui est déjà terminée. Et si tu le fais nuit après nuit, tu deviens un guerrier qui se bat dans ses rêves, qui se lève fatigué, avec la poitrine serrée, sans clarté. On ne peut pas vivre ainsi. On ne peut pas construire une journée puissante sur un repos contaminé. Tu as besoin de nettoyer, respirer, pardonner ce que tu peux, comprendre ce que tu ne peux pas. Arrêter de traîner des affaires en suspens qui ne seront pas résolues à 3 heures du matin. Il ne s'agit pas non plus de t'obliger à être en paix. Il s'agit de choisir la sérénité comme un acte de force. Pardonner n'est pas justifier. Lâcher prise n'est pas abandonner. C'est décider que ton énergie ne va plus être piégée dans quelque chose qui ne change plus, dans quelque chose qui ne fait que te répéter la même pensée encore et encore, comme un écho inutile.
Le stoïcien sait que s'accrocher à ce qui fait mal, c'est permettre à cette douleur de décider de son comportement. Et ce n'est pas de la liberté, c'est de l'esclavage. Chaque nuit est une occasion de fermer de petits cycles. Pas les grands, pas ceux qui prennent des années, mais ceux de la journée. Un malentendu, une dispute, une erreur commise. Note-le, réfléchis, respire. Ne laisse pas la culpabilité ou l'orgueil dormir avec toi. Ne va pas au lit en espérant que le temps guérira ce que tu n'es pas prêt à affronter. Parce que le temps ne guérit pas ce que tu continues à nourrir avec ta pensée, ta mémoire, ta tension. Fais de la nuit un espace de nettoyage mental. Tu n'as pas besoin de rituels complexes. Il suffit de t'arrêter quelques minutes. Demande-toi ce que tu portes, que tu pourrais lâcher. Quelle émotion te fait plus mal que ce qu'elle vaut? Remercie ce qui s'est bien passé. Admets ce que tu as échoué et décide de te reposer sans le poids inutile. Parce que se reposer n'est pas seulement fermer les yeux, c'est lâcher l'épée, c'est baisser le bouclier, c'est rester avec toi sans bruit. Ne sous-estime pas le pouvoir de te coucher en paix. C'est un acte de courage, pas de faiblesse. C'est une habitude des gens forts, pas des naïfs. Celui qui apprend à lâcher prise chaque nuit se réveille plus léger, plus clair, plus concentré. Celui qui insiste pour dormir avec le feu, tôt ou tard, se brûle de l'intérieur. Éteins le feu, pas pour les autres, pour toi. Que la journée se termine avec toi en paix, pas en guerre. Parce que c'est seulement ainsi. Le lendemain aura de la place pour quelque chose de nouveau. 5. Bouge d'abord. La motivation viendra ensuite. Attendre que la motivation arrive est comme s'asseoir devant un feu éteint en espérant qu'il vous réchauffe. Peu importe combien vous le désirez, si vous ne ramassez pas le bois, si vous n'allumez pas l'étincelle, si vous ne soufflez pas avec insistance, le feu ne naît pas. C'est ainsi que fonctionne l'élan interne. Il n'apparaît pas par magie. Il se construit avec l'action. Il s'allume avec le mouvement. Et si vous décidez de ne rien faire jusqu'à ce que vous ayez envie, vous passerez toute votre vie à grelotter de froid à côté d'un feu que vous n'avez jamais allumé. Cette idée que vous devez d'abord être inspiré pour agir est l'un des plus grands fraudes émotionnelles de cette époque. La plupart attendent le moment parfait, l'énergie juste, l'état idéal, comme s'il allait tomber du ciel. Mais les stoïciens l'ont compris différemment. Pour eux, le devoir passait avant le désir. L'acte précédait l'émotion, parce qu'ils savaient que si vous bougez, même si vous n'en avez pas envie, cette envie vient ensuite, et non l'inverse. Vous l'avez déjà ressenti, ce jour où vous vous êtes levé sans vouloir faire quoi que ce soit, mais vous vous êtes forcé à faire un pas. Et quand vous l'avez fait, quelque chose à l'intérieur a changé. Vous vous êtes senti différent, plus éveillé, plus vivant. L'esprit a commencé à s'organiser, le corps a répondu. La lourdeur a commencé à se dissiper. Non pas parce que la motivation vous a rendu visite, mais parce que vous l'avez provoquée. La motivation est fille du mouvement. Elle naît lorsque vous arrêtez de penser et décidez d'agir. Et cela demande du courage, parce qu'il est plus facile de rester au lit avec l'excuse que vous ne vous sentez pas prêt. Il est plus confortable de regarder l'horloge encore et encore à la recherche de raisons de ne pas commencer. Mais ce confort vous détruit lentement. Il vous maintient en mouvement circulaire, pris au piège dans la fausse idée que le moment approprié arrivera. Ce moment, vous le construisez. Avec vos mains, avec vos pas, avec vos décisions. Même si elles sont petites, même si elles sont difficiles. Parce que chaque fois que vous agissez sans enthousiasme, vous entraînez votre caractère. Vous dites à votre esprit que c'est vous qui commandez, pas lui. Et cela se reflète partout. Dans votre travail, dans vos relations, dans votre énergie. Si vous dépendez de l'état émotionnel pour faire ce que vous devez faire, vous ne serez jamais constant. Mais si vous apprenez à bouger sans dépendre du désir, tout commence à changer. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon ou de faire quelque chose d'épique. Mettez-vous simplement en mouvement. Lavez l'assiette, faites une flexion, rangez votre espace, marchez 5 minutes. Peu importe quoi. L'important est d'activer le corps. Parce que lorsque le corps bouge, l'esprit s'aligne, l'élan arrive, et quand il arrive, il vous attrape déjà en marche.
Vous n'avez plus à le chercher, il vous trouve, parce qu'il a compris que vous n'attendiez rien. Vous construisiez votre avance. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'allumer ce feu. Et oui, au début, c'est dur. C'est très dur. Mais si chaque matin vous faites ce que vous savez que vous devez faire, même si vous n'avez pas envie, même si vous vous sentez lent, vous faites la chose la plus précieuse, vous brisez la dépendance à l'élan et construisez une véritable discipline. N'attendez pas la motivation, provoquez-la. Faites le premier pas, allumez l'étincelle et laissez le feu grandir avec vous. 6. Ne donne pas ta paix à ce qui ne durera pas. Ta paix est comme une maison au milieu du désert. Si tu laisses la porte ouverte, n'importe quel vent peut l'envahir. Et il y a beaucoup de vent là-bas, des personnes qui te provoquent, des problèmes que tu ne contrôles pas, des situations qui ne sont que de passage. Si tu n'es pas conscient de qui ou de quoi tu ouvres la porte, tu finiras tout chamboulé à l'intérieur pour quelque chose qui n'aura même plus d'importance demain. Et le pire, c'est que bien souvent, c'est toi-même qui as donné la clé au chaos. Nous donnons notre tranquillité à tout ce qui se présente. Un mauvais regard, un message qui n'arrive pas, un commentaire vide, une nouvelle éphémère. Et chaque fois que tu le fais, tu te dis à toi-même que ton centre est faible, que n'importe qui peut le toucher. Mais le stoïcisme ne fonctionne pas comme ça. Les stoïciens ne s'entraînaient pas pour que tout se passe bien. Ils s'entraînaient pour que, lorsque les choses tournent mal, leur paix reste intacte. Parce qu'ils comprenaient que la véritable force n'est pas de contrôler le monde, mais de ne pas permettre au monde de te contrôler. À quoi bon te lever tôt, bien manger, travailler sur tes habitudes, si un mot étranger peut tout renverser? À quoi bon ta discipline si chaque stimulus externe a le pouvoir de te voler ta tranquillité? Tu ne peux plus te laisser emporter par ce qui ne dépend pas de toi, parce que la plupart des choses ne dépendent pas de toi. Le climat ne dépend pas de toi, ni les décisions des autres, ni les émotions des autres. Mais ce qui dépend de toi, c'est à quoi tu donnes du pouvoir, à quoi tu donnes ton énergie, ton attention, ta réaction. Tu décides si tu transformes un désagrément en tragédie. Tu décides si tu permets à une opinion de te consumer toute la journée. Tu décides si tu réagis ou si tu observes. Et cette décision, bien qu'elle semble minime, définit ta journée. Parce que chaque fois que tu choisis de ne pas céder ta paix à ce qui ne durera pas, tu renforces tes limites internes. Tu affirmes que ton monde intérieur n'est pas à vendre, que tout le monde ne peut pas entrer et redécorer ton état mental selon son humeur ou ses paroles. Cela ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela signifie avoir du discernement. Cela signifie discerner. Te demander avec sincérité si ce qui te perturbe aujourd'hui aura de l'importance dans une semaine, si cela vaut la peine de t'épuiser pour quelque chose que tu oublieras demain. La plupart du temps, non. Mais le problème est que nous réagissons avant de penser. Nous prenons tout comme une menace, comme quelque chose de personnel, alors qu'en réalité, beaucoup de choses n'ont même rien à voir avec toi. Elles sont le reflet des autres, pas le tien. Avoir la paix n'est pas s'enfermer dans une bulle. C'est marcher dans le monde en sachant que le monde est plein de chaos. Et pourtant, tu ne le ramènes pas chez toi. C'est voir le conflit, mais ne pas l'alimenter. C'est écouter la critique, mais ne pas l'absorber. C'est assister au bruit, mais ne pas le laisser entrer dans ta poitrine. Et cela ne se réalise qu'avec une pratique quotidienne, avec conscience, avec discipline émotionnelle. Quand tu sens que quelque chose veut te voler ta tranquillité, arrête-toi, respire, demande, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça dépend de moi? Est-ce que ça va vraiment avoir de l'importance dans ma vie? Si la réponse est non, alors laisse tomber. Laisse passer comme une rafale. Tu n'es pas ça. Tu es celui qui choisit d'ouvrir ou de fermer la porte. Protège ta maison intérieure, non pas par faiblesse, mais par sagesse. Parce qu'il y a trop de choses là-bas qui ne durent que quelques minutes, mais si tu les laisses entrer, elles te volent des jours entiers. 7. Enlève le tranchant de l'erreur avec un sourire ferme. L'erreur est comme une épine. Si tu la serres avec colère,
elle s'enfonce davantage. Mais si tu respires, la prends avec calme et l'extrais avec soin, elle cesse de faire mal. Il en va de même pour tes erreurs. Si tu réagis avec honte, culpabilité ou frustration, l'erreur s'incruste plus profondément. Mais si tu apprends à la regarder avec fermeté, voire avec un sourire qui dit « je suis toujours debout », l'erreur perd de son pouvoir. Elle cesse d'être une blessure ouverte et devient une expérience utile. Souvent, ce n'est pas l'erreur en elle-même qui fait le plus de mal, mais ta réaction face à elle. Tu trébuches, et au lieu de te relever et de continuer, tu t'insultes, te punis, te répètes que tu ne vaux rien, que tu as encore tout gâché. Cette réaction est plus destructrice que l'erreur elle-même. Car non seulement elle t'arrête, mais elle commence aussi à te définir. Et personne ne s'améliore à partir du mépris, personne n'évolue en se parlant à soi-même avec une dureté excessive. Les stoïciens savaient que l'erreur était inévitable. Ils n'aspiraient pas à ne jamais se tromper, ils aspiraient à apprendre vite, à ne pas tomber 2 fois sur la même pierre par obstination, mais aussi à ne pas se paralyser par peur de trébucher. Ils savaient que se tromper faisait partie du chemin, et que l'important était la manière dont tu réagissais, car celui qui reste coincé dans la culpabilité n'avance pas, et celui qui prétend que rien ne s'est passé répète le cycle. La vertu est d'assumer, de traiter et d'avancer. Ce sourire ferme n'est pas du cynisme, ce n'est pas se moquer de ce que tu as mal fait. C'est une déclaration, un message que tu te donnes à toi-même en disant « Oui, j'ai échoué, mais je suis toujours là et je ne vais pas me briser pour cela. » C'est te regarder avec humanité, avec maturité, c'est te traiter comme tu traiterais quelqu'un que tu veux voir s'améliorer. Car si tu ne te donnes pas l'espace pour échouer et corriger, comment espères-tu grandir? L'erreur n'est pas l'ennemi, c'est le maître. Chaque fois que tu trébuches, il y a quelque chose que tu peux ajuster. Mais tu ne le découvriras que si tu t'arrêtes pour regarder avec sérénité, pas avec drame. Si au lieu de te cacher, tu observes. Si au lieu de te justifier, tu réfléchis. Et cela ne se fait pas avec agression interne, cela se fait avec conscience, avec le calme de celui qui sait qu'il est en construction, pas en compétition. Apprends à te dire « Cela s'est passé, cela n'a pas marché comme je le voulais, mais j'ai compris pourquoi, et cela me rend plus fort. » Cette phrase ne t'affaiblit pas, elle te libère, parce qu'elle te sort du rôle de victime et te place dans celui d'apprenant. Parce que si chaque fois que tu te trompes, tu décides d'avancer avec un peu plus de clarté, alors l'erreur en valait la peine. Le problème, c'est qu'on nous a appris à craindre l'échec, à le cacher, à en avoir honte. Mais personne n'avance sans se salir. Personne ne s'améliore sans passer par l'inconfort. La clé est de savoir comment tu décides de l'affronter. Tu peux le traîner comme une chaîne ou l'utiliser comme une pierre sur laquelle tu appuies ton prochain pas. Alors, la prochaine fois que tu échoues, ne te brise pas. Ne te parle pas avec haine. Respire. Observe. Apprends. Et si tu peux, souris. Non pas parce que l'erreur ne fait pas mal, mais parce que tu n'es plus le même qu'avant. Parce que maintenant tu comprends que cette épine n'est pas venue pour te couler, mais pour t'apprendre où tu dois faire plus attention. Et cela, même si on ne le voit pas sur le moment, fait partie de ta force. 8. Entre chaque jour dans la peau de ta meilleure version. Chaque jour est comme une scène vide. Tu décides quel rôle tu joues. Tu peux répéter le même personnage fatigué, qui se plaint, qui procrastine, qui agit par inertie. Ou tu peux te vêtir de l'attitude de quelqu'un qui est en pleine transformation. Il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit de choisir. Parce que ta meilleure version n'est pas un point lointain où tu arriveras un jour si tout se passe parfaitement. C'est une identité que tu peux adopter dès maintenant, même si tu ne te sens pas encore prêt, même si tout n'est pas résolu, même si tu es encore en train de te construire. Beaucoup attendent de devenir cette version idéale, comme si c'était un objectif futur. Mais la vérité est que cette identité se forge chaque fois que tu décides d'agir à partir d'elle. Chaque fois que tu te demandes comment réagirait la personne que je veux être, et que tu le fais. N'attends pas de te sentir transformé pour commencer à te comporter différemment.
commence à te comporter différemment et la transformation s'accélérera parce que le corps s'adapte à ce que tu fais régulièrement. Et ton caractère aussi. Les stoïciens n'attendaient pas d'avoir le contrôle de tout pour vivre avec vertu. Ils choisissaient chaque jour de pratiquer la sagesse, la tempérance, le courage et la justice, malgré le chaos extérieur. Cette pratique constante, et non la perfection, est ce qui les renforçait. Tu peux aussi le faire. Tu peux choisir, dès que tu ouvres les yeux, comment te positionner face au monde. Non pas en pilote automatique, mais avec intention. Avec la conscience de qui tu décides d'être aujourd'hui. Se vêtir de ta meilleure version ne signifie pas agir comme si tu étais parfait. Cela signifie répondre avec engagement, avec une mentalité ferme qui ne se laisse pas emporter par l'impulsion ou le découragement, parce qu'il y aura des jours difficiles, et beaucoup. Mais c'est dans ces jours-là qu'il est le plus important de se rappeler qui tu choisis d'être, parce que cette identité ne se définit pas dans les jours faciles. Elle se démontre dans les moments inconfortables, quand c'est difficile, quand personne ne regarde, quand ton ancienne version veut revenir. Et oui, il est plus confortable de vivre dans ce que l'on connaît, mais le confort ne transforme pas, le confort maintient. Et si ce que tu cherches est vraiment de changer, tu dois sortir tous les jours dans le monde comme quelqu'un qui est déjà engagé dans ce changement, avec une posture, un regard clair, des actions qui reflètent une direction. Parce que personne ne construit quelque chose de nouveau en répétant les mêmes décisions de toujours. Cela ne signifie pas que tu ne vas jamais tomber. Mais quand tu le fais, relève-toi sans revenir à l'ancien rôle. Ne dis pas « j'ai déjà échoué, ça ne fait rien ». Dis « je n'ai pas encore fini, je continue à choisir cette version ». Parce que chaque chute est aussi une opportunité de choisir à nouveau qui tu es. Chaque jour est une nouvelle scène, une page blanche, une opportunité de réaffirmer cette identité que tu es en train de créer. Fais-le même si personne ne le voit, même si personne ne te le reconnaît, même si tu ne le sens pas encore tout à fait à toi. Parce que plus tu agis à partir de cette version, plus elle devient réelle, elle s'insinue dans ta peau, dans ton langage, dans ta posture, dans ton regard. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu te rends compte. Tu ne joues plus, tu es devenu cela. Non pas par chance, non pas par inspiration, mais parce que chaque jour, tu as décidé d'entrer dans la peau de ta meilleure version sans attendre des conditions parfaites. Et c'est cela, au final, qui transforme vraiment. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, sais-tu ce qui a plus d'impact que n'importe quel discours motivant? Le changement qui se remarque sans que tu dises un seul mot. Lorsque tu décides de te reconstruire dans le silence, sans applaudissements ni témoins, tu commences à générer une présence qui ne peut être feinte. Tu n'as pas besoin de crier que tu as changé, car ton énergie parle d'abord. Et c'est ce que la plupart ne comprennent pas. Alors que beaucoup sont là-bas à se vendre, tu es ici à te cultiver. Alors qu'ils cherchent de l'attention, tu forges ton propre respect. Alors qu'ils se battent pour la validation, tu te perfectionnes en silence. Mais ne te trompe pas. Ce n'est pas du mysticisme bon marché, ni des phrases d'auto-assistance vides. C'est une décision ferme, presque brutale, de te reconstruire depuis les fondations. Et ce n'est pas facile. Car pour vraiment changer, il faut perdre des versions de toi que tu as autrefois aimées, lâcher des excuses qui te réconfortaient et arrêter d'attendre que le monde te donne la permission. Il n'y a pas de raccourcis ici. Il y a de la discipline. Il y a de l'intention. Et il y a un respect si profond pour toi-même que tu es obligé de ne pas rester où tu es. Il ne s'agit pas d'esthétique vide, il s'agit de présence. Il ne s'agit pas de paraître fort, il s'agit d'être fort. Il ne s'agit pas de bien parler, il s'agit de marcher avec clarté. Et cela ne peut être accompli qu'avec un travail interne, avec concentration, avec des décisions quotidiennes que personne ne voit, mais que tu connais.
Parce qu'au final, celui qui se transforme vraiment ne cherche pas à être vu, il cherche à être en paix. Maintenant, je vais te le dire clairement, si tu attends de la motivation externe, ce n'est pas ton moment. Mais si tu es prêt à faire taire le bruit, à regarder à l'intérieur et à transformer ton reflet depuis la racine, alors reste. Parce que ce qui vient n'est pas pour se montrer, c'est pour se soutenir. Tu vas apprendre à reprendre le contrôle de ton énergie, de ton apparence et de ta présence sans mendier de l'attention, sans demander la permission et sans te perdre en chemin. Cela commence ici, dans le silence, avec force, avec conscience, avec un stoïcisme réel. 1. Éteins les voix qui flétrissent ton reflet. Imagine que ton esprit est un miroir propre à l'aube, un reflet clair, intact, qui montre qui tu es vraiment. Mais tout au long de la journée, des gouttes d'eau sale commencent à tomber, des mots étrangers, des jugements, des comparaisons, des attentes. Petit à petit, ce miroir se ternit, se salit, et il arrive un moment où tu ne te vois plus. Tu ne vois que ce que les autres projettent sur toi. Et alors tu te demandes pourquoi tu te sens perdu, pourquoi tu ne te reconnais plus quand tu te regardes dans le miroir. Le problème n'est pas dans le reflet, il est dans les voix qui l'ont contaminé. Chaque fois que tu permets que les opinions des autres pèsent plus que ton jugement, tu cèdes de l'espace à cette saleté mentale. Chaque fois que tu te définis par ce que disent les autres, tu t'éteins un peu plus. Il y a des gens qui ne parlent pas pour t'aider, ils parlent pour te réduire, pour te faire douter, pour te maintenir à leur niveau. Et si tu n'as pas le caractère pour filtrer ce que tu entends, tu finis par traîner des idées qui ne t'appartiennent pas. Tu finis par croire que tu n'es pas assez, que tu es en retard, que tu ne mérites pas, que tu as besoin de changer pour plaire, alors qu'en réalité, tu as juste besoin de te déconnecter du bruit. Ce n'est pas du romantisme, c'est de la survie. Parce qu'il y a des voix qui flétrissent. Il y a des commentaires qui, si tu les laisses entrer, prennent racine et deviennent des limites. Le premier acte d'amour-propre réel n'est pas de bien s'habiller, ni de se regarder dans le miroir avec des affirmations vides. C'est d'apprendre à fermer la porte à ceux qui ne savent que contaminer ta perception. La discipline commence là, à t'entraîner à ne pas absorber tout ce que tu entends, à comprendre que toutes les opinions ne valent pas, que tout le monde n'a pas l'autorité pour te dire qui tu es. Beaucoup de gens vivent en mode automatique, réagissant à chaque critique, modifiant leur comportement pour plaire, collectionnant la validation comme si c'était de l'oxygène. Mais celui qui veut vraiment se transformer doit rompre ce cycle. Tu ne peux pas te polir si tu es collé au jugement de ceux qui n'ont jamais fait le travail de se regarder à l'intérieur. Tu ne peux pas avancer si tu portes les étiquettes que d'autres t'ont collées par commodité ou par ignorance. Tu dois faire taire ces voix, pas avec des cris ou des confrontations inutiles, mais avec présence, avec une transformation si claire qu'il n'y a plus de place pour le doute. N'explique rien, ne justifie rien. Commence simplement à travailler sur toi avec un tel engagement que les critiques sonnent comme des échos lointains sans pouvoir. Les gens vont donner leur avis quoi que tu fasses. Alors laisse-les donner leur avis pendant que tu construis. Laisse-les parler pendant que tu guéris. Laisse-les juger pendant que tu nettoies ton reflet. Le silence est aussi un langage. Et quand il est ferme, quand il naît d'un processus réel, il peut devenir plus fort que n'importe quel mot. Ton reflet se nettoie lorsque tu apprends à choisir ce qui entre dans ton esprit, lorsque tu décides que tu ne laisseras plus le bruit des autres dicter le volume de ta vie. Si tu dois disparaître un moment pour te revoir clairement, fais-le. Si tu dois couper des liens pour retrouver ton centre, fais-le. Si tu dois décevoir les autres pour arrêter de te trahir, fais-le aussi. Tu n'es pas ici pour porter les voix des autres, tu es ici pour retrouver la tienne. Celle que tu as oubliée, celle qui te fait avancer, celle qui te dit à voix basse, continue, tu n'as pas encore montré la moitié de ta lumière, mais pour que cette voix ressurgisse, tu dois éteindre celles qui flétrissent. Et une fois que tu l'as fait, le reflet s'éclaircit, non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu es enfin revenu à toi. 2. Ferme la fenêtre au bruit extérieur et reviens à toi-même.
Il y a des gens qui vivent avec les fenêtres ouvertes toute la journée, laissant entrer la poussière, la fumée, les voix de la rue et même le jugement de ceux qui ne connaissent même pas leur histoire. Avec le temps, la maison devient inhabitable. Ce n'est plus un refuge, c'est une extension du chaos extérieur. Il en va de même pour l'esprit. Si tu n'apprends pas à fermer la fenêtre au bruit extérieur, tu finis par vivre dans un espace qui n'est pas le tien, rempli d'idées empruntées, d'exigences que tu n'as pas choisies et de normes qui ne te représentent pas. Et puis tu te demandes pourquoi tu es fatigué, confus, déconnecté. Parce que tu ne t'habites pas, tu survis au milieu de ce que les autres ont laissé entrer. Il y a trop de gens qui donnent leur avis, trop de contenu qui distrait, trop d'attentes sur la façon dont tu devrais être, t'habiller, agir, progresser. Chaque voix que tu écoutes sans filtre est une petite invasion de ton intimité mentale. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est la récupération de l'espace intérieur. Et pour y parvenir, tu dois commencer à poser des limites. Tu ne peux pas construire une vie cohérente si chaque jour, tu reçois des opinions qui contredisent ce que tu sais déjà. Tu ne peux pas garder ton énergie propre si tu permets à n'importe quoi d'entrer simplement pour ne pas sembler distant. Il y a des moments où la distance n'est pas de la froideur, c'est de la protection. Ferme la fenêtre. Ne laisse plus entrer le bruit. Tu n'as pas besoin de savoir ce que tout le monde pense. Tu n'as pas à consommer la vie des autres comme si c'était un miroir de ce qui te manque. Chaque seconde que tu passes à te soucier de l'extérieur est du temps que tu perds à te connaître. Quand a été la dernière fois que tu as été avec toi sans interruption? Quand a été la dernière fois que tu t'es vraiment écouté sans l'écho de ce qu'on attend de toi? Si tu ne peux pas répondre à cela, il est temps de revenir à toi. Le monde veut que tu sois disponible, divertissant, distrait, mais celui qui se transforme vraiment apprend à disparaître. Apprend à dire non, à fermer les réseaux, à éteindre le téléphone, à ne pas répondre pendant un moment. Non par arrogance, mais par nécessité. Tu récupères ta maison, tu nettoies ton espace, et cela ne se fait pas si tu es ouvert à tout. Celui qui ne met pas de filtre se contamine. Et ensuite, il finit par agir par inertie, désirant ce dont il n'a pas besoin, imitant ce qui ne le représente pas, vivant une vie qui n'est pas la sienne. Revenir à soi est une pratique quotidienne. Ce n'est pas t'isoler du monde, c'est te reconnecter à ce qui compte. C'est prendre des décisions conscientes sur ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu permets d'entrer. C'est choisir avec quoi tu nourris ton esprit, ton corps, ton énergie. Et pour cela, il faut apprendre à fermer des portes. Parfois, cela implique de s'éloigner des personnes qui te distraient plus qu'elles n'ajoutent. D'autres fois, cela implique d'arrêter de suivre des comptes, d'arrêter de répondre à des messages qui n'apportent rien, d'arrêter de chercher des stimuli qui ne font que t'endormir. Parce que plus tu construis de silence à l'intérieur, plus la clarté commence à émerger. Et avec la clarté vient la direction. Il y a ceux qui te traiteront d'égoïste pour te prioriser, de froid pour te déconnecter, d'étrange pour vouloir la paix. Laisse-les. Celui qui ne connaît pas le chaos interne ne comprend pas la valeur du silence. Tu n'es pas venu pour plaire, tu es venu pour grandir. Et cette croissance ne se crie pas, elle se cultive. Ferme la fenêtre au bruit extérieur et reste avec toi. Apprends à apprécier ta propre compagnie, ton propre processus, tes propres silences. Parce que c'est dans cet espace intime que se forge la présence réelle. Pas celle qui cherche l'approbation, mais celle qui transmet le respect sans avoir à parler. Et quand cela se produit, tu n'as plus besoin d'être validé parce que tu es revenu à toi. Et cela, personne ne peut te l'enlever. 3. Sculpte ton corps comme un acte de respect silencieux. Un sculpteur ne crie pas pendant qu'il travaille, il ne fait pas de bruit, ne se vante pas, ne cherche pas l'attention. Il prend simplement le bloc brut, visualise ce qu'il y a à l'intérieur et commence à sculpter. Jour après jour, coup après coup, millimètre par millimètre. Le marbre ne se transforme pas en art, avec précipitation ou avec des mots. Il se transforme avec intention, avec discipline, avec cette force silencieuse qui n'a pas besoin de témoins. Ainsi doit être le processus avec ton corps. Non pas comme une punition,
non pas comme une obsession, mais comme une forme de respect. Car habiter un corps fort, propre et soigné n'est pas de la vanité. C'est une déclaration silencieuse que tu es éveillé, présent et engagé envers toi-même. Il y a quelque chose de profondément puissant à travailler ton corps sans l'annoncer. À aller à la limite, sans le publier, sans te comparer, sans attendre que personne ne l'apprécie. Parce que tu ne le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi. Pour rester ferme dans un monde qui veut te voir faible. Pour te rappeler chaque matin que oui, tu peux dominer la paresse, que oui, tu peux te tenir au milieu de l'inconfort. Parce que lorsque tu renforces le corps, tu renforces aussi l'esprit. Et quand l'esprit est clair, tes décisions cessent de dépendre du chaos émotionnel. Tout commence par la façon dont tu te prends en charge, par la façon dont tu te confrontes à toi-même à ce moment où personne ne te voit. Tu n'as pas besoin de la salle de sport la plus chère, ni du corps le plus parfait. Tu as besoin de décisions. Tu as besoin de créer l'habitude de bouger, de te pousser, de te surpasser un peu chaque jour. Le corps est comme le caractère. Il se forme avec la répétition, avec la constance, avec l'inconfort. Si chaque fois que tu te sens paresseux, tu abandonnes, alors tu as déjà perdu avant de commencer. Mais si chaque fois que tu te sens paresseux, tu décides de bouger quand même un peu, tu entraînes plus que tes muscles. Tu entraînes ta volonté. Et non, il ne s'agit pas de s'obséder avec une image. Il s'agit de construire un corps qui te soutient, qui reflète l'ordre, la santé, la présence. Un corps qui n'a pas besoin de parler, qui transmet la sécurité par lui-même. La peau ferme, le dos droit, les pas décidés. Tout cela communique sans besoin de mots. Et c'est là que se trouve la véritable transformation. Pas dans l'esthétique superficielle, mais dans ce que tu projettes lorsque tu sais que tu te tiens à tes engagements, que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, que tu ne te trahis pas. Beaucoup cherchent à changer depuis l'esprit, mais oublient le corps. Et le corps garde aussi des émotions, des histoires, des traumatismes qui ne se libèrent que lorsque tu décides de le bouger, de le respirer, de le défier. Chaque goutte de sueur est une façon de lâcher du poids émotionnel. Chaque répétition est une affirmation de pouvoir interne. Chaque entraînement est un rituel silencieux où tu réaffirmes ton engagement. Si ton corps est le temple, alors prends-en soin comme tel. Non pas pour le montrer, mais pour l'habiter avec dignité. Tu n'as pas besoin qu'on t'applaudisse pour le faire. En fait, moins tu en parles, plus il t'appartient. La vraie force ne se crie pas, elle se remarque. Le véritable respect ne s'exige pas, il se projette. Et cela commence par la façon dont tu traites ton corps lorsque personne ne regarde. Le négliges-tu ou l'élèves-tu? L'utilises-tu comme une échappatoire ou comme une base de construction? Chaque décision compte, chaque mouvement s'ajoute. N'attends pas le moment parfait. Le corps se sculpte au milieu de la fatigue, au milieu de la douleur, au milieu du silence. Fais-le pour toi, pour ce toi qui émerge, pour ce toi qui mérite de se sentir fort, stable, connecté. Sculpte ton corps comme si tu étais ce sculpteur qui sait exactement ce qu'il y a sous la pierre, parce que tu sais ce qu'il y a à l'intérieur, et il attend que tu le libères, non pas avec des mots, mais avec de l'action. Une action ferme, constante et silencieuse, comme il se doit. 4. Fais de ta peau, tes cheveux et ton regard ta lettre invisible. Un jardin abandonné n'a pas besoin de crier qu'il a été négligé, il suffit de regarder ses feuilles flétries, la poussière accumulée, la couleur terne. De la même manière, tu n'as pas besoin de dire grand-chose pour montrer dans quel état tu te trouves. Ta peau parle, tes cheveux parlent, ton regard aussi. Tout en toi communique, même lorsque tu décides de rester silencieux. Ce que tu négliges, ça se voit. Ce que tu prends soin, ça se voit aussi. L'apparence n'est pas seulement esthétique, elle est le reflet de ton lien avec toi-même. Et même si beaucoup veulent feindre la confiance par les vêtements ou l'attitude, la vérité se voit toujours dans les détails que tu ne peux pas feindre. Il ne s'agit pas de paraître parfait, il s'agit de montrer que tu te respectes.
Une peau propre, hydratée, soignée, n'a pas besoin de maquillage pour imposer sa présence. Des cheveux bien coiffés ou simplement propres n'ont pas besoin de luxe pour transmettre l'ordre. Un regard ferme, clair, reposé, peut en dire plus que 1000 phrases motivantes. Il y a quelque chose dans le soin physique qui va au-delà de l'extérieur. C'est une façon de dire au monde « Oui, je suis là et je me valorise assez pour ne pas m'abandonner ». Non par vanité, mais par cohérence. Prendre soin de toi ne devrait pas dépendre de qui te regarde. Tu ne devrais pas te préparer seulement pour plaire, seulement pour te plaire. Tu devrais le faire parce que tu en as besoin. Parce que lorsque tu es aligné à l'extérieur, tu te mets aussi en ordre à l'intérieur. Parce que nettoyer ton visage, te coiffer avec intention, vérifier ta posture, t'hydrater, choisir comment tu te présentes chaque jour sont des moyens petits mais puissants de maintenir ton centre. Personne n'a à le voir, personne n'a à le remarquer, mais toi tu le sais, et cela suffit. Beaucoup pensent que changer de vie commence par de grandes décisions, mais cela commence presque toujours par de petites choses. Quand tu décides de te lever et de te laver le visage calmement, quand tu choisis de mettre des vêtements qui te font te sentir digne, quand tu te regardes dans le miroir et que tu vois que tu es constant, que tu ne te laisses pas tomber. Le soin personnel n'est pas un luxe, c'est une déclaration de respect. Et dans le silence, il devient l'une de tes armes les plus puissantes, parce que les gens le remarquent, même s'ils ne le comprennent pas. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu es différent. Il suffit que ta présence le dise pour toi. Les gens ne comprennent pas toujours comment, mais ils sentent quand quelqu'un est revenu à lui-même. Ils le perçoivent dans la peau sereine, dans les cheveux qui reflètent l'ordre, dans le regard qui ne dévie plus. Tu peux parler à partir de tes choix quotidiens, de la façon dont tu marches, de la façon dont tu respires, de la façon dont tu te tiens. La transformation profonde ne s'annonce pas, elle s'incarne. Et chaque geste de soin de soi ajoute de la force à cette présence. Il y en a qui vont minimiser. Ils te diront que cela n'a pas d'importance, que l'essentiel est ce qui est à l'intérieur. Et oui, l'intérieur est clé. Mais l'extérieur compte aussi, car il est une extension de ce que tu portes à l'intérieur. Si tu es brisé, tu le montres. Si tu es connecté, tu le montres aussi. Et il ne s'agit pas d'une obsession de l'image, mais d'une décision sur la façon dont tu veux te présenter au monde, même lorsque tu ne dis pas un seul mot. Celui qui se respecte n'a pas besoin de fioritures exagérées, il a juste besoin de cohérence. Et cette cohérence se construit à partir de chaque habitude de soin que tu choisis de maintenir, même les jours où tu n'en as pas envie. Fais de ta peau ton armure propre, de tes cheveux ton symbole d'ordre, de ton regard ton langage ferme. Tu n'as pas besoin de crier les changements. Assure-toi simplement que lorsque l'on te voit, peu importe le moment, on peut percevoir que tu t'appartiens, que tu es revenu à toi, qu'il y a une décision silencieuse derrière chaque détail. Et cela, crois-moi, se remarque plus que n'importe quel mot, parce que celui qui prend soin de ce que les autres ne voient pas crée une force qui ne se discute pas. Elle se perçoit et elle se respecte. 5. Tiens ton corps comme si tu étais déjà celui que tu es en train de construire. Un acteur, avant de monter sur scène, répète non seulement ses répliques, mais aussi sa posture, sa façon de marcher, sa respiration. Parce qu'il sait que le corps communique bien avant les mots. Mais tu ne joues pas, tu t'entraînes à une version réelle. Et pourtant, tu devrais te déplacer dans le monde comme si tu étais déjà cette personne que tu travailles à devenir. Parce que si tu attends de changer à l'intérieur pour commencer à changer à l'extérieur, tu es en retard. Parfois, tu as besoin de commencer à l'envers. Redresser le dos avant de croire en toi. Marcher fermement avant d'être complètement sûr. Respirer profondément avant de ressentir le calme. Faire semblant d'être en contrôle jusqu'à ce que tu le sois vraiment. Non pas comme un mensonge, mais comme un pont vers ce que tu construis. La façon dont tu te déplaces en dit long sur ta relation avec toi-même. Si tu traînes les pieds, si tu voûtes les épaules, si tu regardes le sol tout le temps, le corps devient le reflet d'un esprit éteint. Mais si tu lèves le menton
si tu marches avec une direction, si tu tiens l'abdomen, si tu alignes les épaules, si tu fais un contact visuel sans trembler, tu envoies des signaux silencieux au monde et aussi à toi. Peu importe si tu te sens encore faible, le corps peut aider l'esprit à croire que tu ne l'es plus. Les stoïciens ne parlaient pas d'image, ils parlaient de présence. Et la présence se travaille. Elle se construit lorsque tu décides de ne pas bouger par peur, mais par intention. Lorsque tu ne te caches pas à l'intérieur du corps, mais que tu l'habites avec fermeté. Personne ne va te donner de la sécurité. Personne ne va te donner la permission de te sentir digne. C'est toi qui choisis chaque matin comment te présenter. Et tu le fais depuis le physique, depuis le concret, depuis ce que tu contrôles. Tu peux avoir 1000 pensées confuses, mais si tu corriges ta posture, tu as déjà fait le premier pas. Si tu régules ta respiration, tu as déjà pris le deuxième. Si tu marches comme si ton espace avait de la valeur, l'environnement commence à le remarquer, même avant toi. Beaucoup sous-estiment le pouvoir de la façon dont ils tiennent leur corps. Ils pensent que la transformation est uniquement mentale et émotionnelle, mais ils oublient que le corps est le véhicule. Et si ton véhicule est effondré, tendu, rétréci, désordonné, il sera difficile d'avancer avec clarté. Tu dois t'aligner. Tu dois te déplacer comme si tu étais déjà le résultat. Non par arrogance, mais par détermination. Parce que tenir ton corps est une façon de montrer du respect pour ce que tu construis. Tu ne peux pas dire que tu te transformes tout en marchant comme si tu portais une défaite sur ton dos. Marche comme si ton énergie n'était pas négociable. Que tu ailles au travail, à la salle de sport ou simplement dans la rue, fais-le comme quelqu'un qui connaît déjà sa valeur. Tu n'as pas besoin d'exagérer, tu n'as pas besoin de t'imposer. Habite simplement ton corps avec plus d'intention. Fais en sorte que chaque pas, chaque mouvement, chaque geste parle de quelqu'un qui est présent, qui est éveillé, qui ne renonce pas. Et même si tu as des doutes à l'intérieur, même si tu es encore en train de guérir des blessures, même si tu n'es pas encore arrivé où tu veux, comporte-toi comme quelqu'un qui est en chemin. Parce que c'est ce que tu es. Un projet en construction qui n'attend pas d'être terminé pour commencer à marcher avec assurance. Ne t'abandonne pas dans le processus. Ne te déplace pas depuis l'insécurité. Ne porte pas ton corps comme si c'était un fardeau de plus. Tiens-le avec fierté, avec soin, avec décision. Parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu te rapproches de cette version de toi qui ne se cache plus, qui ne se traîne plus, qui ne s'excuse plus d'occuper de l'espace. Et cette version a besoin d'un corps qui soit à la hauteur, pas demain, aujourd'hui. Commence par la façon dont tu te tiens, et le reste commence à s'aligner. 6. Habille-toi comme quelqu'un qui honore le présent, pas comme quelqu'un qui cache le passé. Un guerrier ne met pas son armure pour se cacher, il la met pour se rappeler qui il est, pas pour dissimuler des blessures, mais pour protéger ce qu'il a déjà surmonté. C'est ainsi que tu devrais t'habiller, pas comme quelqu'un qui cherche à s'intégrer, ni comme quelqu'un qui essaie de cacher la honte d'hier, mais comme quelqu'un qui honore le point où il se trouve, sans prétendre, sans exagérer, sans déguiser. Les vêtements, les couleurs, les détails que tu choisis chaque jour en disent plus sur ton état intérieur que n'importe quelle phrase que tu publies. Et si tu ne fais pas attention à la façon dont tu t'habilles, tu ne fais probablement pas non plus attention à la façon dont tu te sens avec toi-même. Il ne s'agit pas de mode ou de luxe, il s'agit de présence, de cohérence, de ce geste silencieux qui montre que tu ne te laisses pas tomber, même si tu es en processus. Parce qu'il y a ceux qui utilisent les vêtements pour attirer l'attention, mais il y a aussi ceux qui les utilisent pour se cacher. Et aucun des deux extrêmes ne reflète une véritable transformation. Ce que l'on cherche ici, c'est autre chose. C'est de choisir consciemment comment tu veux te présenter au monde sans traîner le poids de ce que tu as été, sans dissimuler les insécurités ni cacher les cicatrices. Simplement te montrer à partir d'un lieu de dignité silencieuse. S'habiller ne devrait pas être un acte automatique. Cela devrait être une affirmation. Je suis ici, je suis éveillé, je suis présent. Même si je ne suis pas encore qui je veux être, je mérite de m'habiller avec respect. Même si je n'ai pas les meilleurs vêtements, je peux les garder propres, bien entretenus,
bien assorti. Même si mes vêtements ne sont pas chers, je peux les porter comme si je savais que je vaux plus que n'importe quelle étiquette. Parce qu'à la fin, ce n'est pas ce que tu portes, c'est l'intention avec laquelle tu le portes, la façon dont tu marches avec ça, la façon dont tu te sens pendant que tu le portes, c'est ce qui transmet. S'habiller consciemment est aussi une façon de fermer des cycles. Il y a des gens qui continuent à porter des vêtements qui leur rappellent des périodes où ils se sentaient faibles, perdus ou brisés. Il y a ceux qui mettent la première chose qu'ils trouvent, non pas parce qu'ils sont à l'aise, mais parce qu'ils ne croient plus que cela vaut la peine de faire des efforts. Mais si tu es ici, si tu lis ceci, c'est parce que quelque chose en toi veut encore plus. Tu veux encore retrouver cette version de toi qui se sent bien dans sa propre peau. Et une partie de cela est de choisir de t'habiller comme quelqu'un qui ne vit plus coincé dans le passé. Commence par nettoyer ton placard. Enlève ce qui ne représente plus ton présent. Garde ce qui t'élève, ce qui te convient, ce qui te rappelle que tu mérites d'être bien. Tu n'as pas besoin de beaucoup de vêtements. Tu as besoin d'intention, d'ordre, de clarté. Et surtout d'une posture interne qui te fait marcher comme quelqu'un qui n'a plus rien à cacher. Parce qu'il ne s'agit pas d'impressionner qui que ce soit. Il s'agit de cesser de te cacher. Il s'agit de construire une image qui est alignée avec ton avancement. Regarde-toi avant de sortir. Non par vanité, mais par respect. Demande-toi si ce que tu portes reflète l'engagement que tu prends avec toi-même. Et si ce n'est pas le cas, change-le. Non pas pour faire semblant, mais pour te reconnecter. Fais-le en silence, fais-le pour toi. Parce que quand tu t'habilles à partir du présent, le passé commence à te lâcher. Tu n'as plus besoin de le cacher, tu ne le traînes plus. Tu décides chaque jour de te montrer comme quelqu'un qui a choisi d'avancer. Et ce choix, bien qu'il semble petit, a du pouvoir. Parce que celui qui prend soin de ce qu'il montre à l'extérieur travaille aussi ce qu'il soutient à l'intérieur. Alors, ne t'habille pas pour plaire ni pour te cacher. Habille-toi comme quelqu'un qui honore ce qu'il construit, comme quelqu'un qui sait qu'il n'a pas terminé son chemin, mais qui n'a plus l'intention de marcher courbé par ce qu'il a vécu. Ce que tu as été est déjà passé. Aujourd'hui, tu t'habilles comme quelqu'un qui choisit qui il va être. Et ça se voit, même si tu ne dis rien. 7. Que ton silence soit l'écho d'une transformation irréversible. Lorsqu'une montagne change de forme sous l'érosion du temps, elle ne l'annonce pas. Elle ne se plaint pas du vent ni de l'eau. Elle se transforme simplement. Et ce qui était autrefois tranchant devient courbe. Ce qui était autrefois fragile devient roche solide. C'est ainsi que se produit la véritable transformation, silencieuse, constante, inévitable. Elle ne cherche pas l'attention, ne se justifie pas, n'attend pas l'approbation. Elle avance simplement, parce que lorsque le changement est réel, il n'a pas besoin d'explication. Celui qui crie ce qu'il fait cherche encore la reconnaissance. Celui qui a vraiment changé ne discute plus, il est simplement. Et c'est ce que tu dois chercher. Que ton silence devienne la preuve vivante que tu ne reviendras pas en arrière. Beaucoup de gens confondent le bruit avec le progrès. Ils pensent que si ce n'est pas publié, ça ne compte pas. Que si ce n'est pas partagé, ce n'est pas réel. Mais la vérité est que le processus le plus profond se produit toujours lorsque personne ne regarde. Le muscle se développe à l'entraînement, pas sur la photo. L'esprit se renforce dans l'inconfort, pas dans la phrase motivante. Et tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit pendant que tu es en construction. Tu as juste besoin de décider que tu ne seras plus jamais qui tu étais. Il y aura ceux qui voudront te provoquer pour voir si tu es toujours le même. Il y aura ceux qui essaieront de te ramener à l'ancien scénario que tu jouais. Mais tu n'es pas obligé de réagir. Tu n'es pas ici pour répéter des schémas, tu es ici pour les briser, et cette rupture se produit en silence. Chaque fois que tu décides de ne pas répondre avec colère, chaque fois que tu choisis le calme plutôt que le drame, chaque fois que tu t'éloignes sans expliquer, tu entraînes une force qui ne s'achète ni ne s'enseigne, celle de quelqu'un qui n'a plus besoin de bruit pour savoir qui il est. Tais-toi, mais pas par peur, mais par conviction.
Le silence devient puissant lorsqu'il est rempli d'intention. Chaque jour que tu passes sans te justifier, sans chercher l'attention, sans mendier la validation, tu en dis plus que n'importe quel discours. Tu dis « je change », non pas pour te convaincre, mais parce que je ne peux plus rester le même. Et cela se voit. On le voit dans ton regard, dans ta posture, dans tes limites, dans ton énergie. Les gens le sentent, même s'ils ne savent pas comment l'expliquer. La véritable transformation ne fait pas de bruit. Elle n'émet pas d'avertissement. Elle ne supplie pas d'être comprise. Elle se produit simplement. Comme la marée qui change la forme de la côte avec une patience brutale, tu es cette marée, tu es ce changement. Fais que ton silence le reflète, qu'il devienne un écho ferme, impossible à ignorer, non pas parce que tu parles plus fort, mais parce que tu n'as plus besoin de parler. Parce que ce que tu construis s'impose de lui-même, parce que maintenant ta présence pèse plus que n'importe quel mot, parce que maintenant tu n'es plus qui tu étais. Et cela, sans rien dire, change tout. 8. Protège ce qui a fleuri en t'éloignant de ce qui l'a autrefois flétri. Une fleur ne retourne pas au sol qui l'a desséchée. Peu importe si ce sol a été fertile à un moment donné, si elle n'obtient plus ce dont elle a besoin, elle se détache, s'éloigne, cherche la lumière dans une autre direction. Et tout comme la nature ne négocie pas avec ce qui lui fait du mal, tu ne devrais pas le faire non plus. Si tu as travaillé pour fleurir, si tu as construit quelque chose en toi qui commence enfin à se sentir stable, fort, vivant, alors tu as la responsabilité de le protéger, de ne pas retourner à ce qui a autrefois éteint ton énergie, de t'éloigner des environnements, des personnes et des routines qui te ramenaient encore et encore au même puits. Se transformer est difficile, mais il est encore plus difficile de maintenir ce que tu as accompli. Parce que lorsque tu changes, le monde que tu tolérais auparavant ne convient plus, et les tentations de retourner ne manqueront pas. Les amis qui ne te cherchent que lorsque tu ne vas pas bien, les habitudes qui te promettent un réconfort rapide mais te laissent vide, les dynamiques qui te ramènent à la version faible de toi-même. Tu ne peux pas permettre que cela ait une autre chance. Ce qui a fleuri en toi n'est pas négociable. Ce n'est pas en vente. Il n'est pas exposé au jugement ni à l'usure. Il est pris en charge. Il est honoré. Il est défendu. T'éloigner ne fait pas toujours mal à cause de ce que tu laisses derrière toi, mais à cause de ce que cela te rappelle. Parce qu'en quittant certains endroits ou en coupant certains liens, tu ne fais pas que fermer des cycles, tu affrontes aussi des versions passées de toi qui veulent encore être entendues. Mais tu n'es pas ici pour rester là où tu as été petit. Tu es ici pour construire une vie plus grande que tes blessures. Et cette vie nécessite de l'espace. Elle nécessite du silence. Elle nécessite des décisions fermes. Il y aura ceux qui te traiteront de froid, distant, ingrat. Laisse-les. Seul toi sais ce que tu as dû faire pour sortir de là où tu étais. Seul toi sais les nuits où tu as dû te battre avec toi-même pour ne pas céder. Seul toi sais ce qui a fleuri. Et personne d'autre n'a le droit de donner son avis sur la façon dont tu le protèges. Si t'éloigner te donne la paix, alors c'est par là. Si fermer une porte te donne de la stabilité, alors fais-le sans hésiter. Si voir moins certaines personnes te redonne de l'énergie, alors c'est de l'amour propre, même si ça fait mal, même s'ils ne comprennent pas. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ta nouvelle version. Tout ne doit pas rester le même simplement parce que c'était toujours ainsi. Te protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité. C'est savoir que tu ne peux pas continuer à arroser des jardins où il n'y a jamais eu de fleurs. C'est comprendre que le respect de soi se reflète aussi dans les limites que tu poses. Et ces limites n'ont pas besoin d'être expliquées. Elles se maintiennent, elles se vivent, elles se défendent sans élever la voix. Ce qui a fleuri en toi est précieux, et celui qui le valorise en prend soin. Tu n'es plus sur le même terrain, tu n'es plus la même racine. Maintenant tu sais ce qui te nourrit, maintenant tu reconnais ce qui te flétrit, et cette clarté est ton guide. Suis-la. Même si tu dois t'éloigner, même si tu dois recommencer, ta nouvelle paix n'est pas négociable. Prends-en soin comme si c'était la seule chose que tu as, parce qu'en réalité, c'est le cas. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo.
Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Porter le fardeau de la dépendance émotionnelle, c'est comme marcher avec un miroir brisé dans les mains. Chaque fragment reflète le besoin d'approbation, d'affection ou de reconnaissance, mais en s'y accrochant, tu finis par te blesser toi-même. Tu espères que quelqu'un d'autre te complète, que quelqu'un d'autre tienne tes morceaux et te rende une image entière, mais tout ce que tu réussis à faire, c'est saigner petit à petit pendant que le reflet reste déformé. C'est le piège silencieux dans lequel beaucoup vivent, mettre leur valeur entre les mains d'autrui et faire confiance aux autres pour combler des vides que seul on peut guérir. Le plus grand mensonge qui se répète est que plus tu donnes, plus tu recevras, que si tu aimes sans mesure, quelqu'un te le rendra, que si tu pardonnes toujours, tu gagneras du respect. Mais en pratique, c'est le contraire qui se produit. Le surinvestissement détruit ta dignité. Le pardon sans limite érode ta force, et l'attente de l'amour extérieur te condamne à une vie de frustration. Il est normalisé d'accepter des miettes et d'appeler cela de l'amour, de tolérer des mépris et de dire que c'est de la patience, d'ignorer tes limites et de le déguiser en maturité. Le stoïcisme ne vient pas adoucir ces blessures, mais indiquer fermement où est l'erreur. Personne n'est obligé de te donner quoi que ce soit, et tant que tu ne comprends pas cela, tu vivras enchaîné aux caprices des autres. La véritable liberté naît lorsque tu arrêtes de demander la permission de te sentir précieux et que tu commences à construire cette valeur de l'intérieur. Il ne s'agit pas de t'isoler du monde, mais de cesser de négocier ta paix pour l'attention de quelqu'un d'autre. La solitude cesse d'être un ennemi lorsque tu découvres que c'est l'espace où ta force est vraiment forgée. Laisser derrière soi la dépendance émotionnelle n'est pas une option confortable, c'est un acte de courage. Et cette vidéo ne cherche pas à te caresser avec de jolies phrases. Elle cherche à te secouer, à te montrer ce que personne ne te dit et à te donner les armes pour lâcher ces chaînes invisibles qui te consument. Parce que ce n'est que lorsque tu décides de te soutenir toi-même, que tu cesses d'être esclave et que tu commences à vivre avec une véritable indépendance pour devenir ta meilleure version. 1. Le piège mortel des attentes. Les attentes sont comme un doux poison. Au début, elles semblent inoffensives, elles vous remplissent d'illusions, elles vous font croire que tout est sous contrôle. C'est comme boire dans un calice brillant, décoré et attrayant. Mais à l'intérieur, le liquide corrode lentement votre force. Quand vous attendez trop de quelqu'un, sans vous en rendre compte, vous placez votre bonheur entre les mains d'autrui et vous devenez prisonnier de quelque chose qui n'a jamais été à vous. Le piège mortel des attentes consiste en cela, déposer votre paix dans des promesses qui ne dépendent pas de vous. Vous pensez que quelqu'un changera parce que vous le souhaitez, qu'une relation sera juste parce que vous donnez le meilleur de vous-même, que vos sacrifices seront récompensés par le même niveau d'engagement. Cette fantaisie est celle qui maintient tant de gens liés à des liens qui ne font que consommer. Le problème n'est pas d'attendre ce qui est juste, mais de construire tout un château sur des sables qui ne vous appartiennent pas. Celui qui vit d'attente se condamne à la déception, car la vie ne se plie jamais aux caprices de personne. Le stoïcisme enseigne à regarder cette vérité avec froideur, mais aussi avec sagesse. Marc Aurèle disait que le monde ne vous doit rien et que le seul espace que vous contrôlez vraiment est votre esprit. Si chaque jour vous vous réveillez en croyant que les gens se comporteront selon vos scénarios internes, vous finirez frustré. Les gens agissent comme ils veulent, comme ils peuvent, comme ils savent, et souvent leurs décisions ne correspondent pas à vos désirs. C'est la nature de la vie, chaotique, imprévisible, indifférente à vos plans. S'accrocher à l'illusion que les choses seront comme vous le souhaitez, c'est tourner le dos à la réalité. Et la réalité, tôt ou tard, vous frappe. Pensez à combien de fois vous avez aveuglément fait confiance en des mots, en des promesses, en des gestes, et à la fin, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait rien de solide derrière. Chaque fois que cela se produit,
Vous avez l'impression que le sol s'ouvre sous vos pieds. Ce que vous ne voyez pas, c'est que ce n'est pas la vie qui vous a trahi, mais votre propre décision de croire que tout tournait en votre faveur. La première étape vers l'indépendance émotionnelle est d'arracher à la racine ce besoin que les autres répondent comme vous l'espérez. Il ne s'agit pas de se méfier de tout le monde, mais de cesser de mettre votre bien-être sur un terrain que vous ne contrôlez pas. Lorsque vous acceptez que les gens sont libres d'agir selon leur nature, vous commencez à libérer de l'énergie. Vous arrêtez de souffrir pour ce qui ne change pas et commencez à vous concentrer sur la seule chose que vous pouvez modeler. Votre caractère, vos décisions, votre force intérieure. Le piège des attentes est aussi un miroir qui reflète combien vous vous valorisez. Celui qui attend trop des autres le fait souvent parce qu'il n'a pas appris à se donner ce qu'il demande. Vous cherchez du respect à l'extérieur parce que vous ne vous l'exigez pas à l'intérieur. Vous demandez un amour constant parce que vous ne savez pas vous soutenir dans votre propre solitude. Vous voulez de la validation parce que vous doutez de votre propre valeur. Dans ce cercle vicieux, vous donnez votre pouvoir et, sans vous en rendre compte, vous invitez les autres à vous traiter comme quelqu'un de dépendant et de faible. Rompre cette chaîne implique d'accepter une vérité dure. Personne ne vous doit rien. Peu importe combien vous donnez, peu importe combien vous sacrifiez, personne n'est obligé de vous rendre l'appareil. Le comprendre n'est pas se résigner, c'est se libérer. Car en cessant d'attendre, en lâchant cette corde qui vous attache aux illusions, vous retrouvez la capacité de vivre sans anxiété pour l'avenir, ni ressentiment pour le passé. Vous devenez maître de vous-même, et c'est là la véritable indépendance que propose le stoïcisme. Vivre sans attente ne signifie pas devenir froid ou insensible. 2. Le mythe de l'amour inconditionnel. Le mythe de l'amour inconditionnel ressemble à un contrat invisible, écrit avec une encre que tu n'as jamais lue. On te fait croire qu'il existe un amour éternel, pur et sans condition, que quelqu'un va te donner quoi qu'il arrive, peu importe ce que tu fais, dis ou permets. Cette histoire sonne magnifiquement, comme une mélodie qui caresse les oreilles, mais en pratique, c'est la recette parfaite pour te lier à des relations nuisibles. L'amour inconditionnel, quand tu l'apportes au domaine humain, n'est pas de l'amour, c'est une renonciation à la dignité. Les gens ne sont ni des dieux, ni des sources inépuisables de dévouement. L'amour, pour qu'il soit sain, nécessite des conditions claires, respect, limites, réciprocité. Aimer sans condition un autre être humain, c'est devenir l'esclave de son comportement. C'est justifier l'indifférence, supporter l'humiliation, accepter la trahison et continuer à croire que ce qui est correct, c'est de supporter parce que l'amour peut tout. Non, l'amour ne peut pas tout. Ce qui peut tout, c'est la force intérieure, et celle-ci se construit en disant stop quand quelque chose détruit ta paix. Le stoïcisme enseigne à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Tes actes, ton caractère, ta façon de vivre, cela t'appartient. Les réactions, l'engagement ou la fidélité des autres, tu ne les contrôles pas. Si tu bases ta vie sur l'attente que quelqu'un t'aime, peu importe ce qui se passe, tu vivras avec l'angoisse de vérifier encore et encore qu'il n'y a pas de promesses éternelles. La seule chose inconditionnelle qui peut exister est en toi, le devoir de te respecter, de prendre soin de toi et de te tenir fermement au milieu de n'importe quelle circonstance. Le mythe de l'amour inconditionnel est dangereux parce qu'il est utilisé comme une arme pour manipuler. Combien de fois as-tu entendu des phrases comme « Si tu m'aimais vraiment, tu ne me questionnerais pas. Si ton amour était authentique, tu me pardonnerais toujours. Si tu m'aimais vraiment, tu accepterais tout de moi. » Ces phrases sont des chaînes déguisées en romantisme. Elles sont utilisées pour te faire sentir coupable et pour briser tes limites. Celui qui croit au mythe finit par donner toute sa vie pour soutenir une relation qui n'a plus de sens, et dans ce processus, il perd le respect, l'identité et la liberté. L'amour réel est différent. Il ne se mesure pas par combien tu supportes, mais par combien tu te transformes sans te perdre. Aimer en toute conscience signifie poser des conditions qui protègent ta dignité.
Non pas parce que tu es égoïste, mais parce que sans respect, il n'y a pas d'amour véritable. La personne qui t'aime vraiment ne te demande pas de trahir tes principes ni de renoncer à ta paix. Au contraire, elle célèbre tes limites parce qu'elle comprend que ta force soutient également la relation. Penser à l'amour inconditionnel comme un idéal absolu, c'est oublier la nature humaine. Nous sommes tous imparfaits, nous faisons tous des erreurs, nous avons tous des limites. Aimer avec des conditions saines, c'est reconnaître cette réalité et agir en conséquence. Un amour sans condition te rend otage de la volonté d'autrui. Un amour avec des conditions claires te permet de grandir, de construire et de partager sans craindre de te perdre. C'est la différence entre un lien qui détruit et un lien qui renforce. L'amour le plus profond que tu peux expérimenter n'est pas celui que tu reçois, mais celui que tu te donnes à toi-même. Celui-ci doit être inconditionnel, car il ne dépend pas des circonstances. C'est la décision quotidienne de te respecter, même si personne d'autre ne le fait, de te parler avec dignité, même si le monde te critique, de maintenir ta paix, même si on essaie de te l'arracher. Lorsque tu parviens à construire cet amour propre inconditionnel, tu cesses d'accepter des relations où l'amour est utilisé comme une excuse pour te contrôler ou te minimiser. La société idéalise l'idée du sacrifice. 3. Pourquoi donnes-tu tant et reçois-tu si peu? Donner sans mesure ressemble à essayer de remplir un puits avec de l'eau qui s'échappe par les fissures. Tu verses et verses, mais il ne se remplit jamais. Tout ce que tu réussis à faire, c'est t'épuiser pendant que le vide reste le même. C'est l'expérience de nombreuses personnes qui confondent la générosité avec l'auto-annulation, qui pensent qu'aimer signifie tout donner même si rien ne revient. On leur enseigne que donner est une vertu, mais personne ne leur dit que donner sans conscience est un chemin direct vers la frustration et l'épuisement émotionnel. Quand tu donnes trop et reçois si peu, ce n'est pas toujours parce que les autres sont injustes, parfois c'est parce que tu ne sais pas où t'arrêter. Tu as appris à mesurer ta valeur par ce que tu donnes et tu te convaincs que si tu donnes plus, tôt ou tard, quelqu'un te récompensera. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. La vie ne donne pas de récompense pour le sacrifice aveugle. Au contraire, l'absence de limite fait que les autres prennent ton don pour acquis, comme une obligation qui n'est pas remise en question. Tu cesses d'être apprécié et tu deviens une ressource inépuisable pour ceux qui ne prévoient jamais de te rendre l'appareil. Donner trop révèle aussi un vide intérieur. Tu cherches à combler les autres parce que tu ne sais pas comment te combler toi-même. Tu cherches la reconnaissance parce que tu n'as pas appris à reconnaître ton propre effort. Tu donnes excessivement parce que tu as peur que, si tu ne le fais pas, tu cesseras d'être nécessaire. Ce besoin d'approbation est ce qui maintient le cycle. Plus tu donnes, moins tu reçois, et moins tu reçois, plus tu essaies de donner. C'est une roue qui ne s'arrête jamais jusqu'à ce que tu décides de la briser avec un acte de conscience. Rompre ce schéma ne signifie pas devenir égoïste ou cesser d'aider. Cela signifie apprendre à donner à partir de l'abondance et non du manque. Quand tu sais qui tu es et que tu te respectes, ce que tu donnes est un choix, pas une obligation. Tu peux offrir du soutien, de l'amour et de la compagnie, mais sans te détruire dans le processus. Tu poses des limites claires, et ces limites ne sont pas des murs. Elles sont le signe que tu te valorises assez pour ne pas te vider au nom de personne. Le stoïcisme rappelle que le devoir le plus important est envers toi-même. Si tu donnes tout aux autres et que tu t'abandonnes, tu perds la capacité de vivre avec vertu. Tu ne peux pas pratiquer la justice si tu n'es pas juste envers toi-même. Tu ne peux pas être sage si tu permets qu'on t'épuise. Tu ne peux pas être fort si tu donnes toute ton énergie à ceux qui ne te la rendent jamais. Donner avec sagesse signifie reconnaître que ton temps et ta paix sont des ressources précieuses qui ne doivent pas être gaspillées là où elles ne fleuriront jamais. Demande-toi honnêtement, donnes-tu parce que tu le veux vraiment ou parce que tu as peur d'être oublié? Cette réponse change tout. Si ton don naît de la peur, ce que tu reçois sera toujours peu.
car rien ni personne ne peut combler un vide que seul toi peux combler. Mais quand tu apprends à te donner d'abord du respect, de l'amour et des soins, tu n'as plus besoin de mendier la réciprocité. Ce que tu offres devient un cadeau, pas un sacrifice. Et ce que tu reçois cesse d'être une question de besoin pour devenir quelque chose de naturel. Car les vrais liens reposent sur l'équilibre et non sur l'exploitation. Donner trop et recevoir si peu n'est pas un destin. C'est un choix inconscient que tu répètes jusqu'à ce que tu décides d'ouvrir les yeux. Le jour où tu comprends que ta valeur ne dépend pas de combien tu donnes, ce jour-là, tu retrouves ta liberté. Tu apprends à donner avec sagesse, à demander avec fermeté et à attendre avec sérénité. Et tu découvres que la vraie abondance n'est pas de te vider pour les autres, mais de vivre à partir de la force intérieure qui ne dépend jamais de l'approbation des autres. 4. La différence entre solitude et être seul. La solitude est comme une pièce sombre dans laquelle beaucoup craignent d'entrer. De l'extérieur, elle semble être un endroit froid, silencieux et vide. Mais ce que personne ne te dit, c'est qu'à l'intérieur de cette pièce se trouve aussi la clé de ta liberté. Être seul et ressentir la solitude ne sont pas la même chose, bien que la plupart des gens les confondent. Être seul est un fait, un état physique. Tu peux être entouré de gens et te sentir isolé, ou tu peux être avec toi-même et ressentir le calme. La solitude, en revanche, est une interprétation, une blessure qui apparaît lorsque tu ne sais pas vivre avec ton propre silence. La peur d'être seul pousse beaucoup de gens à maintenir des relations qui n'ont pas de sens, des amitiés qui épuisent ou des liens qui ne donnent plus rien. Ce n'est pas l'amour qui soutient ces unions, c'est la terreur du vide. La société nous a appris que la solitude est un échec, comme si le besoin de moments d'indépendance était un signe de faiblesse. Mais les stoïciens comprenaient que la véritable force naît de savoir marcher avec soi-même sans sentir qu'il te manque quelque chose. Quand tu apprends à être seul, tu découvres qu'il n'y a pas de meilleure compagnie que celle de ton propre esprit en paix. La différence entre solitude et être seul se remarque dans la façon dont tu interprètes le silence. Celui qui ne se supporte pas lui-même cherche à remplir cet espace avec du bruit, des messages, des distractions ou des compagnies superficielles. Celui qui apprend à se valoriser utilise ce silence comme un terrain fertile pour se connaître. Être seul peut être un cadeau si tu décides de le regarder avec d'autres yeux, car c'est là que tu comprends ce que tu désires vraiment et ce qui n'a plus de place dans ta vie. Le stoïcisme invite à transformer la solitude en une école. Quand tu te sens isolé, au lieu de fuir, demande-toi quelle partie de toi tu évites de regarder. Peut-être que le bruit des foules a toujours été une excuse pour ne pas affronter tes insécurités. Peut-être que le besoin d'être avec quelqu'un à tout moment est le reflet du fait que tu n'as pas construit un refuge intérieur. Les stoïciens répétaient qu'il n'y a pas de pire esclavage que de dépendre des autres pour se sentir en paix. Cette dépendance est celle qui transforme le fait d'être seul en une solitude douloureuse. Être seul ne signifie pas se déconnecter du monde, mais apprendre à faire la différence entre ce que tu choisis et ce dont tu as besoin. Si tu choisis la compagnie parce que tu l'apprécies, c'est la liberté. Si tu as besoin de compagnie parce que tu ne sais pas être avec toi-même, c'est la prison. L'amour-propre se mesure à ta capacité à profiter de moments avec toi-même sans sentir qu'il te manque quelque chose. Celui qui fuit d'être seul révèle qu'il ne s'est pas encore trouvé, et c'est pourquoi il court vers des liens qui ne servent que d'anesthésie temporaire. L'erreur la plus courante est de croire qu'être seul, c'est être incomplet. En réalité, c'est le contraire. Être seul te donne de l'espace pour te compléter, pour grandir, pour ordonner tes pensées et pour clarifier ce que tu veux. C'est dans ces moments que tu peux pratiquer la réflexion stoïcienne, te demander si tu vis selon tes principes ou si tu réagis simplement aux désirs des autres. La solitude devient une maîtresse quand tu l'affrontes avec courage et que tu cesses de la voir comme une punition.
L'indépendance émotionnelle commence précisément dans ces moments où il n'y a personne d'autre. Là, tu apprends à t'écouter, à reconnaître tes blessures, à te donner ce que tu as toujours demandé à l'extérieur. La compagnie devient un complément, pas une béquille. Quand tu atteins ce niveau, tu n'entres plus dans des relations par peur du vide, mais parce que tu choisis de partager ta plénitude avec quelqu'un d'autre. C'est la différence fondamentale. Celui qui ne sait pas être seul cherche à être complété. 5. Le pouvoir caché de dire non sans explication. Dire non est comme ériger un mur invisible qui protège votre maison intérieure. De l'extérieur, cela peut sembler être une barrière froide ou même un geste de rejet, mais en réalité, c'est la défense la plus puissante que vous avez pour protéger ce qui est à vous, votre temps, votre énergie et votre dignité. La plupart des gens ont peur d'utiliser ce mot parce qu'ils l'associent à la perte, à la culpabilité ou à la peur de décevoir. Cependant, le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de plaire à tout le monde, mais dans le courage de refuser sans avoir à justifier chaque décision. Le problème est que nous avons été éduqués pour penser que dire non est synonyme d'égoïsme. On nous répète que celui qui refuse n'est pas généreux, que celui qui pose des limites n'est pas aimable et que celui qui se respecte trop est arrogant. Mais en réalité, c'est le contraire qui se produit. Lorsque vous ne dites jamais non, vous devenez l'esclave de la volonté des autres. Vous vivez pour répondre aux attentes des autres, tandis que votre vie se dissipe dans 1000 directions que vous n'avez pas choisies. Ce manque de résistance ne s'appelle pas la bonté, mais la soumission. Le stoïcisme rappelle que vous ne contrôlez que ce qui dépend de vous, et votre temps et votre attention font partie de cette sphère. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose que vous ne voulez pas, vous donnez un fragment de votre liberté. Et le pire, c'est que vous le faites en espérant être approuvé, en croyant que, en plaisant, vous recevrez du respect ou de l'amour. Mais la réalité est que plus vous cédez, moins on vous valorise. Celui qui dit toujours oui finit par être invisible, car sa disponibilité constante cesse d'être un geste de générosité et devient une habitude que les autres exploitent. Dire non sans explication est un acte de force, car il rompt avec le besoin de se justifier. Vous n'avez pas à faire des discours chaque fois que vous protégez votre paix. Vous ne devez pas demander pardon pour vous prioriser. Le respect ne se négocie pas, il s'établit. Beaucoup de gens craignent que dire non les laisse seuls, mais la vérité est que c'est là que les relations authentiques apparaissent. Celui qui vous apprécie vraiment n'a pas besoin que vous vous anéantissiez pour être à ses côtés. Au contraire, il respecte votre décision et comprend que vos limites font partie de votre valeur. Celui qui voulait seulement profiter de vous, en revanche, s'éloigne. Et même si cela fait mal au début, il vaut mieux perdre ceux qui ne vous cherchaient que par commodité que de les garder près de vous au détriment de votre tranquillité. Le pouvoir caché de dire non se reflète également dans votre esprit. Chaque fois que vous le prononcez, vous vous renforcez intérieurement, car vous envoyez un message clair à votre inconscient. Ma vie compte, mes désirs comptent, mes priorités sont valides. Ce message répété crée une identité solide, une personnalité qui ne se brise pas sous la pression extérieure. C'est dans ces petits actes que se construit la véritable indépendance émotionnelle. Dire non sans explication n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Vous n'avez pas besoin d'entourer votre décision d'excuses pour adoucir le coup. Un non ferme, prononcé calmement, a plus de force que 1000 raisons inventées pour ne pas déranger. Et lorsque vous commencez à l'utiliser naturellement, vous découvrez qu'il ne vous libère pas seulement des engagements inutiles, il vous redonne également le contrôle de votre vie. Chaque oui que vous donnez doit être un acte conscient et volontaire, pas une réponse automatique née de la peur. Lorsque votre vie est remplie de non bien placés, vos oui prennent plus de valeur, car ils ne proviennent plus de l'obligation, mais du choix. C'est là le véritable pouvoir, que votre énergie ne soit pas gaspillée dans ce qui ne vous construit pas, mais qu'elle se concentre sur ce qui compte vraiment dans votre vie. 6.
Pourquoi les gens te traitent-ils comme tu leur apprends à te traiter? Le traitement que tu reçois des autres est comme le reflet dans un miroir. Le miroir n'invente rien, il renvoie simplement l'image qu'il a devant lui. C'est ainsi que fonctionne la vie. Les gens t'observent, voient ce que tu permets, ce que tu tais, ce que tu tolères, et agissent en conséquence. Il ne s'agit pas de malchance ni du fait que tout le monde soit cruel, il s'agit du fait que chaque jour, par tes actions et tes silences, tu apprends aux autres jusqu'où ils peuvent aller avec toi. Beaucoup pensent que le respect dépend du fait que les autres aient de bonnes valeurs, mais la vérité est que le respect s'établit d'abord en toi. Si tu ne te valorises pas, si tu laisses passer les offenses, si tu justifies les humiliations, si tu cèdes encore et encore, même si cela fait mal, tu envoies un message clair. Avec moi, c'est possible. Les gens apprennent vite où il y a des limites et où il n'y en a pas. Et celui qui remarque que tu ne mets pas de barrière, tôt ou tard, profitera de cette absence pour te traiter selon sa convenance. Le stoïcisme enseigne que personne ne peut te faire de mal sans ton consentement. Le mal n'est pas seulement dans ce qu'on te fait, mais aussi dans ce que tu décides d'accepter. Marc Aurèle le disait avec fermeté. Ton esprit devient complice de ce à quoi tu donnes ton approbation. Et c'est vrai, tu ne contrôles pas les actions des autres, mais tu contrôles ta réponse. Chaque fois que tu tolères l'intolérable, chaque fois que tu minimises ce qui te blesse, tu renforces le comportement qui devrait s'arrêter. La clé est de comprendre que l'enseignement aux gens comment te traiter ne se fait pas avec des discours, mais avec des actions fermes. Il ne sert à rien de répéter « je veux du respect » si en même temps tu baisses la tête quand on te manque de respect. Il ne sert à rien de demander de la considération si tu es toujours disponible, même si on t'ignore. Les autres n'apprennent pas de ce que tu dis, ils apprennent de ce que tu fais. Ta cohérence est celle qui marque le terrain. Si ta vie montre des limites claires, si ta présence reflète la dignité, si ton attitude montre que tu ne négocies pas ta valeur, les autres le comprennent sans avoir besoin d'explication. La peur de mettre des limites est ce qui maintient tant de gens piégés. Ils craignent que s'ils exigent du respect, ils seront abandonnés. Que s'ils disent « stop », ils perdront ceux qu'ils aiment. Mais ce qui se passe en réalité, c'est le contraire. Quand tu ne mets pas de limites, tu attires ceux qui ne font que profiter. Quand tu le fais, au début, certains s'éloignent, mais ce qui reste est beaucoup plus précieux. Des relations authentiques basées sur la réciprocité. Et même si au début cela semble douloureux, c'est la preuve la plus claire que ta dignité a un prix que tu n'es pas prêt à donner. Le traitement que tu reçois expose aussi tes insécurités. Si tu ne crois pas en ta propre valeur, tu chercheras à la compenser en étant complaisant, en supportant n'importe quoi, en acceptant des miettes pour ne pas être seul. Ce vide intérieur est un aimant pour l'abus, car ceux qui détectent ton besoin savent que tu n'auras pas le courage d'exiger plus. C'est pourquoi le vrai travail commence avec toi. Renforcer ton esprit, cultiver le respect de soi, assumer que ta paix vaut plus que n'importe quelle compagnie. Quand tu le fais, ta présence même envoie un message puissant. Les gens te traitent comme tu leur apprends, non pas parce qu'ils commandent sur toi, mais parce que tu écris toi-même le manuel d'instruction avec tes comportements. Si le manuel dit « ici, il n'y a pas de limite », prépare-toi à l'abus. Si le manuel dit « ma valeur est non négociable », tu verras comment tout change. Tu n'as pas besoin de le crier, tu n'as pas besoin de l'expliquer, tu as juste besoin de le vivre. Le véritable respect ne se demande pas, il s'inspire. Et quand tu comprends cela, tu découvres que la clé pour changer la façon dont les autres te traitent n'a jamais été entre leurs mains. Elle a toujours été entre les tiennes. 7. Comment le pardon peut te blesser plus qu'il ne t'aide? Le pardon mal compris ressemble à un pansement sale posé sur une plaie ouverte. Il donne l'illusion d'un soulagement momentané, celle que la douleur est couverte et qu'elle dérange moins. Mais à l'intérieur, la blessure s'infecte et s'aggrave. Voilà ce qui arrive lorsqu'on pardonne de manière répétée sans réflexion, lorsque le pardon est accordé par peur de perdre, et non par réelle volonté de guérison. La société a idéalisé l'idée que pardonner est toujours noble, mais tous les pardons ne libèrent pas. Certains enchaînent.
on nous enseigne que pardonner est un devoir absolu, comme si dire « je te pardonne » était la clé de la paix intérieure. Pourtant, ce qu'on ne dit presque jamais, c'est que certains pardons deviennent des chaînes invisibles. Lorsque tu pardonnes l'impardonnable sans exiger de changement réel, tu ne guéris pas. Tu permets simplement qu'on te blesse à nouveau. Et à chaque répétition, ton respect de toi-même diminue un peu plus, jusqu'au jour où tu te réveilles sans savoir où est passée ta dignité. Le stoïcisme ne parle pas d'un pardon romantique, mais d'un pardon rationnel. Il ne s'agit ni d'accumuler de la rancœur, ni de vivre dans le ressentiment, mais d'être conscient de ce que tu choisis de tolérer. Pardonner automatiquement peut être aussi nocif que haïr éternellement. Dans les deux cas, tu remets ton pouvoir entre les mains de ce que les autres t'ont fait. Les stoïciens comprenaient que ta paix dépend de ce que tu fais avec ton esprit, non de ce que les autres attendent de toi. Et parfois, la forme la plus sage de pardon consiste à ne plus laisser une personne occuper la même place dans ta vie. Le pardon qui libère naît du respect de soi. C'est celui où tu choisis de lâcher la rancune tout en fermant la porte à celui qui n'a pas su respecter ta confiance. Il ne s'agit pas de souhaiter du mal, mais de reconnaître que tout ne mérite pas d'être réparé. Le vrai pardon ne signifie pas préserver la relation, mais retrouver ta tranquillité sans t'attacher au mal subi. C'est un acte de justice envers toi-même, car tu choisis de ne pas vivre avec du poison dans l'âme, mais tu refuses aussi qu'on vienne t'en verser de nouveau. La différence entre ces deux pardons est radicale. Le premier te laisse vulnérable, constamment blessé. Le second te renforce, car il affirme que ton bien-être n'est pas négociable. Tu n'as pas à accorder des secondes chances infinies pour prouver ta bonté. Ta bonté ne se mesure pas à ce que tu supportes, mais à la manière dont tu protèges ton intégrité. Celui qui te dit que tu dois toujours pardonner te demande en réalité de sacrifier ta dignité pour préserver les apparences. Et c'est l'un des pièges les plus cruels, déguisés en vertu. Le pardon qui blesse le plus est celui qu'on donne pour maintenir une paix extérieure alors que ton intérieur se vide de son sang. Celui qui aide vraiment est un choix conscient. Laisser partir la rancune, tout en posant des limites fermes. Car tout ne doit pas être réparé, tout ne mérite pas de revenir, tout ne doit pas se répéter. Celui qui comprend cela se libère du fardeau le plus lourd, celui de confondre le pardon avec l'oubli de soi. Et lorsque tu atteins ce point, tu découvres que ta paix vaut plus que n'importe quelle réconciliation forcée. 8. La liberté ultime. Vivre sans avoir besoin de la validation de personne. Le besoin de validation est comme marcher avec un miroir pendu au cou, toujours en attente que les autres le tiennent pour te montrer qui tu es. Un compliment te soulève, une critique te fait tomber, un signe d'approbation te donne un sens, une indifférence te détruit. Cette dépendance est l'une des formes d'esclavage les plus silencieuses, car elle transforme ta vie en une scène où tu agis pour obtenir des applaudissements au lieu de vivre avec authenticité. Depuis notre enfance, on nous entraîne à chercher l'approbation. L'obéissance aveugle est récompensée. La différence est punie. On nous enseigne que la valeur personnelle est liée à la mesure dans laquelle tu corresponds aux normes des autres. Et ainsi, tu grandis avec l'idée que ce qui est important n'est pas ce que tu es, mais ce que les autres disent que tu es. Le problème est que cette validation est instable, elle change avec les modes, avec les humeurs des autres, avec des attentes qui ne finissent jamais. Baser ton identité sur cela est comme construire une maison sur du sable mouvant. Tôt ou tard, elle s'enfonce. Le coût de vivre pour être validé est élevé. Tu deviens quelqu'un qui s'adapte à ce que les autres veulent, même si cela signifie te trahir. Tu dis oui quand tu veux dire non. Tu souris quand tu veux crier. Tu te tais quand tu devrais parler. Peu à peu, tu deviens un acteur de ta propre vie, jouant des rôles que tu ne ressens pas. Et le pire, c'est que même ainsi, ce n'est jamais assez. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, quelqu'un pour minimiser, quelqu'un pour ne pas apprécier. La validation externe est un puits sans fond qui ne se remplit jamais. La véritable liberté arrive quand tu décides de rompre ce schéma.
quand tu comprends que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit pour avoir de la valeur, que ta dignité ne dépend pas de l'approbation, mais de ta capacité à rester fidèle à ce que tu es. Et ce changement non seulement libère, mais transforme aussi tes relations. Parce que tu arrêtes de chercher des gens qui t'applaudissent et tu commences à t'entourer de ceux qui te respectent, même si tu n'es pas d'accord avec eux. L'authenticité devient ton filtre et la validation cesse d'être un objectif pour devenir une conséquence naturelle de vivre avec cohérence. Beaucoup craignent que cesser de chercher la validation les rende froids ou isolés, mais c'est tout le contraire. Quand tu ne dépends plus de l'approbation, tu peux vraiment aimer parce que ton amour ne naît pas du besoin, mais du choix. Tu peux partager sans peur parce que ce que tu donnes ne cherche pas de récompense. Tu peux te tromper sans sentir que ta valeur s'effondre parce que tu sais que l'erreur n'efface pas ton essence. C'est le niveau de liberté le plus élevé. Vivre sans masque, sans chaîne, sans attendre que quelqu'un d'autre définisse ton importance. Vivre sans avoir besoin de la validation de personne ne signifie pas mépriser les autres. Cela signifie récupérer ta souveraineté intérieure. C'est choisir d'être le maître de ta vie plutôt que la marionnette des opinions. C'est arrêter de courir après les applaudissements et commencer à marcher avec assurance, même si personne n'applaudit. Parce qu'au final, la plus grande liberté n'est pas de conquérir le monde, mais de te conquérir toi-même. Et quand tu y arrives, tu découvres que la validation que tu as toujours cherchée à l'extérieur était toujours en toi. Et c'est là que tu t'en rendras compte. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu.